Il est 20h58 à Yamoussoukro et partout en Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, bonsoir chez vous. Je vous informe que quelque chose va se passer au cours de ce numéro 6 de votre émission Troisième mi-temps. Le football ivoirien face à son organisation, c'est le thème de ce débat que nous avons retenu pour vous. Bonsoir à vous, messieurs, Serge Dakouri et Kader Guilavogui. Bonsoir, Sébastien Mounier. Bonsoir, monsieur Mounier. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez passé une bonne journée. Oui, grâce à Dieu. Ça va. Avec les yeux rivés vers Yamoussoukro. D'accord. Merci beaucoup à vous, Kader. Hein. Merci. Alors, bonsoir également à vous, messieurs, Titi et Magoula Diop. Bonsoir, Sébastien. Bonsoir. Content de vous retrouver. Vous me voyez sourire. Bonsoir, Sébastien. Toujours un plaisir d'être en votre compagnie. D'accord. Cela va se vérifier tout à l'heure. Alors, messieurs, la Côte d'Ivoire, en bref, aux compétitions internationales, éliminée des CAN U17, U20, U23, absente au Mondial 2022 et quart finaliste donc, du CHAN 2022. La question est simple. C'est Dakouri, pourquoi autant d'échecs? Eh bien, je pense que le tableau qu'on vient de donner n'est pas reluisant. On le comprend aisément parce que avec le chapelet des couacs, eh bien, on serait tenté de dire que c'est quand même le mardi, c'est le mauvais temps que connaît le football ivoirien. Ben, il faut savoir sortir de ces échecs parce qu'avant cela, on aurait parlé du printemps du football ivoirien parce que le nouvel organigramme dirigé par Idriss Diallo est là à peine de 11 mois. Elle a hérité d'une situation où quand même il y a eu des trophées. Parce que quand vous parlez du tableau sombre de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, mais avant cela, il y a eu quand même des tableaux plus ou moins reluisants. Puisque ceux qui étaient là, les prédécesseurs, en 2013, on gagnait une CAN des U17 à Marrakech, on gagnait une CAN des seniors en 2015. Et on jouait aussi un mondial, n'est-ce pas? C'est après cela qu'aujourd'hui, vous constatez tous ces échecs-là. Mais concernant les équipes les catégories des U17, U20 et U23, on l'a déploré depuis longtemps. Effectivement qu'on a été éliminé parce qu'il n'y a pas véritablement un championnat de ces différentes catégories. Certes, sous Sidi Diallo, il n'y avait pas ce championnat. Mais Kamara Ibrahim, à partir de 2012, a eu 25 matchs amicaux, a fait beaucoup de regroupements avec la bande à Kessier-Franck, Nyango Anderson et tout, Diabagate Sek, pour avoir ces résultats-là. Il y a eu plus de 25 matchs amicaux et ce qui a permis de partir à Marrakech et de gagner ce trophée. Mais c'est peut-être l'arbre qui cachait la forêt. Parce qu'au-delà de cela, il n'y avait pas un véritable championnat de jeunes. Mais malgré tout, nous avons eu la chance de pouvoir décrocher un trophée à Marrakech en 2013. 2 ans plus tard aussi, on a pu décrocher une Coupe d'Afrique à Malabo, en Guinée équatoriale. Le bureau fédéral qui vient d'arriver hérite d'une situation où, malheureusement, dans la continuité, les résultats ne suivent pas. À qui la faute? La faute incombe à tout le monde. Parce que moi, je pense qu'à peine 11 mois qu'il est installé, il a pris le train en marche, mais il y a des griefs qui sont là depuis longtemps. Il faut être honnête pour dire que c'est un véritable plan Marshall qu'il faut pour le football ivoirien. Il faut avoir l'humilité de repenser les choses, de revoir ce qui ne va pas. On nous a fait croire qu'il n'y a pas longtemps qu'il y a un championnat de U17, de U20 qui allait commencer. Il semble que ceux qui sont venus encore sont des joueurs plus âgés de plus de 25-30 ans. Donc honnêtement, il faut revoir les choses. À l'époque, quand le football ivoirien tournait bien, il y avait des formateurs. Parce qu'aujourd'hui, j'en parlais avec Roger Bolilo au stade, lors du match Racing contre Bassam, le vrai problème, c'est qu'il y a des joueurs qui ne connaissent pas jouer au football à la base. À l'époque où j'étais là, il y avait des Wole Basile qui apprenaient aux enfants à jouer au football. Il y avait Sila Mamadou à Gaïwa qui apprenait aux joueurs. Il y avait Kona Yobou à Lasek. Il y avait des véritables formateurs. Parce que
Les enfants étaient pris dans les quartiers, les comités, mais le football, on leur apprenait comment on joue au football. Si on n'était pas formaté, centre de formation à la Jean-Magui, non. Le Stella avait sa façon de jouer. Parce qu'il y avait un Oulé Basile qui formait. Gagnoua avec Silla, la 7 Mimosa avec Konan Yubo, il y avait des formateurs. Mais quand ces formateurs-là sont partis, qui a pris la relève? Le véritable problème, c'est cela. On a des professeurs diplômés INGS, section football. Le football, c'est un métier, c'est un jeu avec des règles et tout. On ne joue pas comme n'importe comment. Quand vous voyez la SEC jouer, vous comprenez c'est la manière de jouer de la SEC. Quand vous voyez l'Africa jouer, vous savez que c'est un jeu athlétique basé sur des jeux en profondeur. La SEC a un toucher. Quand vous voyez le Racing aujourd'hui, regardez, à une exception près, après la SEC, il y a le Racing. Parce que là-bas, il y a un monsieur qui s'appelle Cissé, qui a mis en place un centre de formation où on apprend les fondamentaux. Le vrai problème, c'est à la base. À la base, il faut repenser les choses. Si on est éliminé aujourd'hui en U17, U20, U23, c'est parce qu'à la base, on ne s'est pas préparé en amont. D'accord. Voilà. Alors, Tchétché Aimé, pour vous, qu'est-ce qui explique ces échecs? Écoutez, Sébastien Ognier, je vous dirais simplement que c'est le manque d'organisation. Parce que les résultats que nous avons eus, dont on a parlé, dont Serge parlait tout à l'heure, 2013, c'était certes préparé, mais ce n'était pas conçu de façon professionnelle. Pourquoi? Parce qu'il y avait, malgré la présence d'une direction technique nationale, ce sont les présidents Sori et Sidi qui ont décidé qu'il fallait former une génération de joueurs. Il les a cités tout à l'heure, c'est les Guibo Maïga, c'est les Franck Kessier, tout ça, c'est leur groupe qui allait remporter la Coupe U17 au Maroc. Et cette promotion est partie représenter la Coupe du Monde, la Côte d'Ivoire en Coupe du Monde. Après, ça s'est arrêté. Même s'ils ont été qualifiés plus tard pour les Jeux Olympiques, pour la CAN 2015, pour de leur promotion. Eh bien, c'est simplement un manque d'organisation. Les différentes fédérations ont toujours nommé un directeur technique national. Mais est-ce que le directeur technique national est déjà sorti d'Abidjan pour aller couvrir tout le territoire national? Parce que c'est de ça qu'il s'agit. On ne forme pas, on ne détecte pas les joueurs qu'à Abidjan. Ils sont partout. Dibo Habib, il a été recruté à Gagnoua. Hein, à Gagnoua, oui. Pour venir avec Ivoire Academy. Ivoire Academy. Donc, les joueurs, ils sont partout. Mais c'est un manque profond d'organisation. Voyez-vous, et moi, j'ai toujours dit, depuis des lustres que je suis consultant, avant même peut-être, je dis, l'avenir du football appartient à ceux qui forment les générations à venir. La SEC Mimosa l'a compris. La SEC Mimosa l'a tellement compris qu'ils ont formé des jeunes qui ont tenu la Côte d'Ivoire pendant plus d'une dizaine d'années. En 2015, cette génération s'est pratiquement retirée. Et la Côte d'Ivoire se retrouve face à ces réalités. La suite, maintenant, va continuer. Voilà, il n'y a pas eu de continuité. Mais la SEC a fait sa part. Il faut que les autres... Ouais. Et les autres clubs, qu'est-ce qu'ils font? Les autres équipes, qu'est-ce qu'elles font? Rien du tout. On nous dit que ça coûte cher. Organiser les compétitions des jeunes, ça coûte cher. OK. Alors pourquoi on a supprimé l'OASU? On a suspendu l'OASU au niveau national, l'Office ivoirien des sports scolaires et universitaires. Il n'avait pas besoin de grand-chose. Ça existe, mais... Ça existe, hein? Ça existe, mais dans quel état se trouve-t-il? Ça fonctionne bien maintenant. Ça fonctionne bien, je veux bien, mais quels sont les résultats que l'OASU donne? On fout, moi. Avec l'OASU, nous, on a connu, parler de championnat de U17, U20, ce n'était pas très important. On ne jouait que ça à Abidjan ici. À l'intérieur du pays, c'est l'OASU qui permettait de détecter des talents. Et ces talents-là intégraient les équipes des villes en question. Dans toutes les écoles, dans tous les lycées et collèges de Côte d'Ivoire, il y a un terrain de football. Les enfants ne payent rien à venir apprendre à jouer au football. Non seulement ils apprennent à jouer au football, non seulement ils apprennent à pratiquer la discipline de leur choix, mais ils vont à l'école. Ils vont à l'école. L'amateurisme auquel on assiste aujourd'hui, c'est que
les enfants, non seulement ils ne vont plus à l'école, mais il faut payer de l'argent pour être formés. C'est ça le drame. Le monde évolue. Le monde évolue, oui. Mais pourquoi ne pas faire simple? Pourquoi ne pas faire simple? C'est-à-dire que les écoles, les lycées et collèges auraient pu faire le travail du directeur technique national à travers les championnats OASU pour permettre au directeur technique national de venir prendre les meilleurs à l'issue des finales nationales. Et cela dans toutes les disciplines. Vous voyez que dans les années 80, quand ça marchait fort avec l'OASU, la Côte d'Ivoire était championne dans toutes les catégories. On avait le volley, on avait le basket, on avait le handball, l'athlétisme, etc., etc. Mais dans toutes les disciplines, la Côte d'Ivoire avait des représentants. Basket, mais... Pourquoi changer ce qui gagne? Donc tout ça fait partie de ce qui nous fait perdre autant dans les compétitions des jeunes. Dans tous les cas, avec moins de trophées aussi. Regardez, Sébastien, l'équipe de cours secondaire Sayewa, qui est venue jouer le championnat d'Afrique des écoles, organisé par la CAF. Qui les a formés? L'équipe de Collège Fontaine Bleue, de Sayewa également. Ce sont deux équipes qui viennent de l'intérieur du pays, qui ont représenté la Côte d'Ivoire, et dignement. Est-ce qu'ils ont eu besoin de faire des centres de formation? Ils ont appris à jouer à l'école pendant qu'ils allaient à l'école. C'est ça qu'il faut remettre en selle en Côte d'Ivoire. Après, la fédération fera son travail parce que nulle part au monde, la fédération ne recrute, ne forme des joueurs. Non. La formation organise et encadre toutes les générations. D'accord. Alors, Kader Guilavogui, je me tourne vers vous. Comment vous expliquez-vous ces échecs? Pour moi, la première raison, c'est qu'en Côte d'Ivoire, pendant 2 ans, on a passé le temps à faire tout et n'importe quoi. Tout et n'importe quoi. J'insiste sur cette expression-là. On a passé 2 ans à se quereller inutilement. Ce qui a conduit à l'installation d'un comité de normalisation. Et sous un comité de normalisation, il n'y a aucun projet de développement possible. Ça, c'est clair et net. Pendant 2 ans, les présidents du club, en tout cas certains présidents du club, et les dirigeants d'alors, enfin de l'époque, se sont tiraillés. Si bien que le comité exécutif de l'époque n'a plus eu le temps de se consacrer à son projet initial. Et les présidents du club, plutôt que de former, que de faire de la formation, que de penser au développement de leur club, se sont mis dans des querelles, souvent de personnes qui n'ont rien à voir avec le football. Et ça en est suivi un comité de normalisation. Mais qu'est-ce que vous espérez? Là, ça, c'est la résultante. Qu'on soit éliminé en U15, en U17, en U23, c'est la résultante aujourd'hui. Deuxième aspect, c'est l'absence de compétition, comme Serge Lacouri l'a dit. L'absence de compétition. J'ai entendu des noms tout à l'heure, Olé Basile. Et c'est bien. Olé Basile, à l'époque, qu'est-ce qui s'est passé avec l'OASU? Olé Basile prenait sa voiture et il sillonnait les écoles à la recherche de talents, comme l'a dit Tchétchémi. Mais aujourd'hui, est-ce que les centres de formation là, ont cette vocation-là? Est-ce qu'ils ont ce plan-là? Ils ouvrent une école qui ne respecte peut-être même rien du tout. On accueille des enfants à qui on donne on va dire un savoir et on se limite à ça. La formation des formateurs, la formation des cadres, où c'est passé? Voilà les vrais problèmes aujourd'hui. On échoue en U15, on échoue en U20, on échoue en U23. On va certainement venir sur les responsabilités, mais je parle aujourd'hui des raisons. Pour moi, on a passé trop de temps à faire des choses inutiles, tout simplement. Si on pensait football, je pense qu'on ne serait pas à ce niveau-là. On peut critiquer, on peut mettre des critiques, on peut dénoncer la gestion, mais ça ne doit pas aller au-delà du football. Et c'est ce qu'on a franchi, c'est ce Rubicon-là qu'on a franchi. On a connu des crises ici en Côte d'Ivoire, entre Zinsou, entre le ministre des Sports de l'époque, des crises qui étaient profondes. Mais on n'est pas arrivé, on n'a pas atteint ce stade-là. Je suis désolé, mais depuis 2011, la crise est là depuis 2011. Et depuis, les acteurs n'ont pas réussi à dépasser. Mais de 2011 à maintenant, il y a quand même eu des trophées qui ont été glanés. Absolument. Oui, même. Absolument. Mais 2013, il y a eu la CAN. Il y a eu des échecs aussi. Hein. Oui, il y en a eu des échecs. Parce que expliquer la... Voilà. Expliquer la... Il y a eu 2 ans, mais... Comment on appelle? Expliquer le succès en 2013, le résumé comme ça. Je rappelle que Camara, pour constituer cette équipe-là, il y a eu d'abord une équipe constituée par la DTN. Oui. Camara n'était pas d'accord avec cette détection-là parce qu'elle était faite seulement à Abidjan. Et il s'en était offusqué. Il a pris son bâton de pèlerin et il est allé à l'intérieur du pays.
Il a actionné son réseau et il a sorti des joueurs, comme l'a dit Tchétché, des joueurs comme Dibou Maïga, qui sont venus, qui ont renforcé cette équipe-là et qui sont allés gagner. Mais quand vous gagnez comme ça, vous pouvez le gagner de cette façon-là, mais ce n'est pas sur la durée, parce que ce n'est pas préparé, parce que ce n'est pas organisé. Et lui-même déplorait le fait qu'il n'y ait pas de championnat à l'époque. Il s'est préparé comment? Avec des matchs amicaux, plus de 25, de 2012 à 2013. Bon, là encore, il s'est plaigné de ne pas avoir de matchs amicaux de référence. Mais il a fait des matchs, beaucoup. Après, quand vous jouez contre des centres d'information, c'est compliqué. Bon. Il ne faut pas comprendre que ça a été un long fleuve tranquille pour Camara Ibrahim. Non. Clair, mais je veux dire après aussi, l'autre raison qu'il peut expliquer, c'est que pendant longtemps, en Côte d'Ivoire aussi, on a consommé trop d'entraîneurs, trop de techniciens. Que ce soit la DTN, que ce soit en termes de code de sélection, on a consommé trop d'entraîneurs qui, très souvent, ne nous ont rien apporté. Alors qu'on pouvait s'appuyer sur l'expertise locale. Et je reviens encore sur le cas Zawi François, je reviens sur le cas Camara Ibrahim. Ce sont deux personnes qui auraient pu tirer ce football-là vers le haut. C'est vrai qu'il y a eu des succès en 2013, en 2015. Mais vous pensez que la Côte d'Ivoire mérite des succès de 2011 jusqu'à maintenant, avec tous les talents qu'on a, avec tout le vivier qu'il y a ici? Quand on sait qu'aujourd'hui, le Mali vient puiser ici pour aller pour prendre des joueurs ici, pour les transformer en joueurs maliens, ça veut dire que la qualité, elle est là. La qualité, elle est là. Jean-Marc Guillou a tracé les sillons, il fallait suivre. Qu'est-ce qu'on a fait? Jean-Marc Guillou, c'est une initiative privée, non? Mais justement, ça, c'est pas la fédération, mais je vais dire, qu'est-ce qu'on a fait? Après, qu'est-ce qu'on a suivi? Voilà. Il y a eu un projet comme celui-là, sous Sili Diallo. Ouais. Mais il est mort de sa propre mort. Parce qu'il y a eu un changement. Donc, voilà autant de choses. Voilà autant de raisons qui peuvent expliquer ces échecs-là. Avant d'en venir, si vous le permettez, aux différents responsables. D'accord. Alors Magloire Diop, je viens vers vous maintenant. Comment vous expliquez ces échecs? D'accord. Sébastien, d'abord, le constat qu'il faut faire, c'est que quand même, dans cette décennie-là, disons à partir de 2010, on a assisté quand même à une augmentation du nombre de licenciés au niveau du football. Il y avait une cinquantaine de clubs au début des années 2010. Aujourd'hui, il y en a plus de 400. Au niveau comment on appelle, du football féminin, il y avait que 6 clubs de football féminin. Aujourd'hui, on a 2 ligues. Donc, constitué, la Ligue 1, c'est 10 clubs et la Ligue 2 également 10 clubs. Et il y a même des clubs qui se créent même en 2 jours et puis qui peut-être dans 2 ans vont se retrouver dans l'élite. Donc, ça veut dire qu'il y a un travail quand même qui est fait pour l'augmentation du nombre de licenciés. Au niveau de la formation des cadres, en 2010, je ne sais pas s'il y avait plus de 10 entraîneurs véritablement diplômés en Côte d'Ivoire, mais il y a un travail qui a été fait au niveau de la formation des cadres. Et aujourd'hui, on a plus de 150 à 200 entraîneurs diplômés en Côte d'Ivoire. Donc, ça veut quand même dire que les entraîneurs, les cadres, ils sont là. Maintenant, quant à la question de leurs compétences, ça, c'est un autre débat. Mais il y a des gens qui ont été formés et qui sont là également pour former les jeunes. Donc, pour moi, la formation des cadres a été faite, le travail a été fait pour augmenter le nombre de licenciés et, comme on appelle, les compétitions ont été régulièrement organisées. Il n'y a eu aucune interruption dans l'organisation des compétitions. Ça, c'est le constat que je fais. Mais malgré ça, vous relevez une série d'échecs. Et donc, quelles sont les causes de cette série d'échecs-là? Pour moi, je l'ai dit la semaine dernière, la première chose, c'est l'absence de compétition des jeunes. On ne peut pas dire qu'en Côte d'Ivoire, on ne forme pas des joueurs. On forme des joueurs, il y a des centres de formation, et on forme des joueurs. Mais j'ai dit, ça ne sert à rien de former un joueur si on n'arrive pas à le mettre en situation de compétition. Et c'est ce qui nous manque. Quand on fait ici quelques petites détections et qu'on fait nos sélections de jeunes, quand elles doivent être en situation maintenant de compétition, eh bien, on voit leurs limites. Tout simplement parce qu'elles ne sont pas habituées à la compétition. Donc, c'est l'absence de compétition des jeunes, la première chose. Deuxième chose que je note, c'est que les clubs, ça a été déjà révélé avant moi, les clubs sont mal structurés et ont une petite surface financière. Les clubs, quand vous prenez 90% des ressources des clubs sont basées sur la subvention ou l'argent qui est reversé par la fédération. Les droits télé, disons. Les droits télé ou bien la subvention. Bon, la plupart des clubs, c'est la subvention.
C'est les droits télé, ça c'est vraiment l'élite. Donc les clubs sont mal structurés et ils ont une petite surface financière. Pour ne pas dire vraiment, elle est très négligeable. Ce qui fait que ces clubs-là n'arrivent véritablement pas à eux-mêmes se développer. Parce qu'un club, je ne peux pas concevoir que, on l'a dit la semaine dernière, là, quand on crée un club, il faut pouvoir, comment on appelle, au niveau de ce club-là, il faut qu'il puisse se doter d'infrastructures. La première des choses pour un club, quand il se crée, c'est d'abord un terrain d'entraînement. Ça, c'est la première des choses. Avant même de chercher à procéder au recrutement, il faut avoir un terrain d'entraînement. Moi, je constate ici que... C'est la loi numéro 1, oui. Oui, comme on appelle, on recrute des jeunes partout, on prend un entraîneur, et puis c'est après maintenant qu'on cherche où on va s'entraîner. C'est ça le problème d'organisation. Et c'est une très mauvaise vision. Je l'ai dit ici, sur ce même plateau, à des présidents de clubs. C'est vrai qu'ils n'étaient pas d'accord avec moi, c'est normal, je le comprends, mais la réalité, elle est là. Les clubs ne sont pas bien structurés et la plupart du temps, il manque de vision. Donc, il y a ce problème au niveau des clubs. Troisième chose, c'est la concentration des activités au niveau d'Abidjan. On pourrait me dire que certains facteurs exogènes expliquent cela, mais toujours est-il que cela explique aussi ces différents échecs-là que nous avons connus. Le fait que tout se passe à Abidjan et donc le football ne se pratique pas véritablement sur l'ensemble du territoire national. Les compétitions, on a déjà dit qu'il n'y a pas de compétition de jeunes qui devraient normalement se pratiquer sur l'ensemble du territoire national. Même les championnats qui existent ne se pratiquent pas sur l'ensemble du territoire national. Donc ça, c'est une faiblesse. Et quatrième chose que je note, et non moins importante, ça a été évoqué par Kader, c'est cette guerre ouverte-là dans la famille du football ivoirien. Ça a fragilisé, comme on appelle, le développement du football ivoirien. Et donc, ça a eu une répercussion sur nos résultats. Cette guerre ouverte, parce qu'elle n'est même pas larvée, elle n'est même pas... Il ne se cache pas, c'est au grand jour. Cette guerre ouverte-là a largement permis l'ingérence de la FIFA dans la gestion du football ivoirien. Et comme on a un président de la FIFA qui n'était pas content du président de la fédération parce qu'il ne l'a pas voté, il a subi les foudres de ce président de la FIFA-là et on a vu les conséquences. Et le point culminant comment on appelle, de cette crise-là, c'est la nomination de ce comité de normalisation qui, je le répète, a fait plus de mal que de bien au football ivoirien. Voici comment j'explique la succession de ces échecs-là. C'est clair qu'il y a eu de bons résultats, mais comme on n'est pas là ce soir pour parler des bons résultats, on est là pour parler de ce qui n'a pas marché au niveau des U17, des U20, des U23, et même, je dirais, même au niveau du football féminin. Alors, Sébastien, pour un chéri, un monsieur comme Titi Aimé, qui a été footballeur international, il n'a pas tenu un club, mais ce club-là avait une catégorie des cadets, des juniors. Ça a été le cas pour beaucoup. Didier Otokore, Dago Charles, ils sont tous passés par des équipes de jeunes. Aujourd'hui, en dehors de la SEC, il y a combien de clubs qui ont des clubs de jeunes, cadets, juniors, avant d'arriver en senior? Il y en a combien? Alors, monsieur, à qui la faute? La fédération ou les clubs? Non, je vais vous dire une chose. Un club est une initiative privée. La fédération a pour mission d'organiser le football sur un espace donné. Un club est une association privée. Quand vous voyez le Paris Saint-Germain qui paye Neymar, qui paye Messi, ce sont les Qatarites qui payent, ce n'est pas la fédération. Parce que la subvention que donne la Ligue française ne permet pas de payer Neymar, de payer Messi, de payer Mbappé. Un club doit chercher à avoir des moyens. Paris Saint-Germain appartient à la mairie et aussi, avant, à un sponsor qui était une chaîne cryptée. Depuis 2010, les Qatarites sont venus investir dedans. La SEC a 12 sponsors. La SEC a des sponsors qui sont dans une grosse société de café, cacao et tout. Mais il faut qu'on ouvre le capital à l'initiative privée. À partir de là, vous avez les moyens. Parce que quand vous le dites, 90% des moyens de nos clubs dépendent uniquement de la subvention. La subvention est de 100 millions. Mais vous pensez qu'aujourd'hui, un club qui est à Abidjan
peut entretenir avec 100 millions un club tout pendant 10 mois. Ce n'est pas possible. Vous entretenez un club de Ligue 1 aujourd'hui, il vous faut 300 à 400 millions minimum pour pouvoir l'entretenir avec des salaires régulièrement payés pendant toute l'année. Quand vous voyez qu'il y a un club qui commence bien, et en milieu de saison, vous voyez que ça ne marche pas, c'est qu'on a arrêté de payer les salaires. Ça démarre bien, mais à un moment donné, ils ne peuvent pas. C'est parce qu'il y a un problème financier. La SEC peut se le permettre, puisque en dehors de la subvention, la SEC est autour de 2-3 milliards de francs CFA de budget à l'année. Mais d'autres clubs ne peuvent pas suivre. Ça veut dire quoi? À qui la faute? Il faut réorganiser complètement le statut de nos clubs, le créer de manière sociétale, avec la participation de sponsors qui mettent leur capital dedans. Mais pour qu'un club, pour qu'un sponsor vienne, il faut que vous-même, le club, vous soyez bien organisé pour attirer un sponsor. D'accord. Il ne faut pas que votre club soit dans une voiture. Vous n'avez pas de siège, vous n'avez pas de siège d'entraînement. Un sponsor vient pour un échange de marchandises. C'est-à-dire, c'est du win-win, je gagne, tu gagnes. D'accord. Mais si vous n'êtes pas organisé, le sponsor ne viendra pas dans votre capital. À qui la faute, selon vous? D'abord, à la fédération. C'est elle qui doit organiser les championnats des jeunes. C'est à elle d'organiser les compétitions. C'est de sa responsabilité. D'organiser les compétitions, mais pas les clubs. Les clubs, même, sont une initiative C'est ce que je dis, c'est à la fédération d'organiser les compétitions. Voilà. Et d'organiser aussi les centres de formation. De les organiser, parce qu'il y en a tellement. De les organiser à travers la direction technique nationale. Il y a également la responsabilité des clubs. Comme je l'ai dit, il y a des clubs qui n'ont pas de catégorie jeune. On doit lui imposer ça. Je crois qu'il y a des années de cela, ça faisait partie des cahiers de charges, que les clubs devaient avoir des catégories de jeunes. Mais c'est un club long, mais n'ont pas de compétition. C'était le cas de la SEC, qui chaque année fait voyager ces catégories de jeunes. Mais parce qu'il n'y a pas de compétition. C'est le cas du Racing, qui a un partenariat avec Nice, qui fait partie de ses joueurs. Donc s'il y a une compétition de jeunes, il n'y a pas de raison. Aujourd'hui, le président de la Fédération sénégalaise de football, Augustin Senghor, mais parlait de ça. Il expliquait le succès du Sénégal, parce que ça joue partout. Et je crois que Magloire même avait soulevé ce problème-là. Ça joue partout, mais ça ne joue partout par les initiatives privées. Parce que les 4 centres de formation qui sont au Sénégal sont gérés par les Européens, mixés avec des organisés par la fédération. Oui, mais je veux dire, ce sont les initiatives privées. Oui, ça c'est le fonctionnement des générations foot. Mais après, c'est la fédération qui organise les compétitions. Oui, organise, mais bien entendu. Oui, mais il faut que... À qui la faute, la fédération ou les clubs? Moi, je n'accuse pas la fédération. Je n'accuse pas la fédération parce que, voyez-vous, on a dit que la fédération organise et encadre les équipes nationales, d'abord. Ensuite, c'est aux clubs de se développer eux-mêmes en créant toutes les catégories. Mais que voulez-vous qu'un club, bien que j'ai beaucoup de respect pour les présidents de club, parce qu'ils se dépensent énormément et ils dépensent leur argent, mais que voulez-vous qu'un président de club qui n'arrive pas à payer ses joueurs, comment voulez-vous qu'il aille créer un centre de formation? Des jeunes qui ne peuvent pas payer. C'est ça. Donc ne vous étonnez pas. Comment est-ce possible? La plupart des joueurs qui ont été formés dans tous les clubs aujourd'hui, ils vont dans quel club? Ils vont à la SEC. Parce que là-bas, ils sont sûrs d'avoir un salaire régulièrement. Ce qui n'est pas le cas ailleurs. Et donc, ce fossé-là n'arrange pas du tout le football ivoirien. Et je pense que nos autorités devraient pouvoir penser à ça. Parce que quand on dit ça marche ailleurs et puis ça ne marche pas en Côte d'Ivoire, mais c'est ça. C'est ça. Aucun président de club, à ma connaissance, n'a jamais pris l'initiative d'aller en Europe chercher à sceller un partenariat avec d'autres clubs. Même tout près de nous, dans le Maghreb, on peut aller au Maghreb. Voilà. L'équipe du Racing, ouais. La SEC Mimosa. C'est ça le gros problème. D'accord. Donc, le problème vient des clubs. D'accord. Magloire Diop, à qui la faute? Bon, les responsabilités sont partagées. La fédération, je pense qu'elle a fait beaucoup d'efforts. Par exemple, le président Jacques Andouma, quand il venait, il n'y avait pratiquement pas de subvention. C'était très négligeable.
Voilà, c'est grâce à lui que les subventions sont passées de peut-être 7 millions jusqu'à quand il partait, c'était 38 millions. Après, quand Sidi Diallo est arrivé, c'est monté jusqu'à 50 millions. Ensuite, les droits télé jusqu'à 70, 75 millions. Et puis maintenant, avec le président Idriss Diallo à 100 millions. On ne peut pas dire que la fédération ne fait pas d'efforts au niveau des finances des clubs. C'est pourquoi j'ai dit cette thèse-là du GIS qui avait contribué à dire que les clubs étaient appauvris et tout ça, je trouvais que ce n'était pas très juste, quoi. Mais bon, ça c'était leur guerre et ça a produit le résultat que ça devait donner. Donc, je pense que la fédération a fait beaucoup d'efforts, mais le gros problème de la fédération, c'est justement qu'elle a failli dans l'animation du football de base. Voilà. Tout à l'heure, j'ai relevé ce qu'elle a eu à faire en termes d'augmentation de comment on appelle, le nombre de licenciés et tout ça. Parce que justement, quand Sidi est arrivé, il y a eu la création des districts et puis de la division régionale qui n'existait pas auparavant. Donc, il y a eu tout ce réaménagement qui a été fait. Et donc, malheureusement, il n'y a pas les compétitions de jeunes. Donc, la fédération, sa responsabilité principale, c'est l'absence de l'organisation de véritables compétitions de jeunes sur l'ensemble du territoire national. Maintenant, les clubs et puis la fédération aussi, sa deuxième responsabilité, c'est de n'être pas arrivé à mettre en application le cahier des charges. Parce que le cahier des charges, il a été rédigé depuis 2014. Depuis 2014, le cahier des charges a été rédigé. Et il n'a pas été mis en œuvre jusqu'à 2020. Voilà, jusqu'à 2020 où il était entendu que maintenant, il fallait le mettre en œuvre. Donc, il y a eu trop de temps qui a été mis. Cette année, il y a un pan qui est mis en œuvre. On espère que la fédération aura le courage, à la fin de cette saison-là, de mettre ce cahier des charges en œuvre. Maintenant, les clubs, ils ont eu déjà à le dire, moi je le dis depuis longtemps, les clubs sont trop faibles, mal organisés, absence de vision. Le principal mal du football ivoirien, c'est les clubs, c'est l'organisation des clubs. C'est ça, c'est là qu'il faut véritablement faut faire le gros du travail. Heureusement qu'ils ont compris. Je pense qu'il y a certains qui se sont organisés, eux-mêmes qui sont en train de trouver les solutions à leurs lacunes. Et je suis très content. Il y a certains qui se sont mis ensemble là, et puis qui viennent comment on appelle, signer un accord pour comment on appelle, l'assurance et tout ça. C'est une bonne chose. Ils sont en train de se mettre ensemble, ils règlent les problèmes au niveau du transport et tout ça. C'est bien. Voilà, mais je dis, essentiellement, le problème, ce sont les clubs. Maintenant, l'État ivoirien met beaucoup d'argent dans les équipes nationales. Mais pour le développement même du football local, je trouve que l'État ivoirien ne fait pas beaucoup. L'État a beaucoup de choses à faire. Hein. Ça, je suis d'accord. Il a beaucoup de priorités. Maintenant, si on veut, parce que c'est à quoi on aspire, c'est d'avoir des résultats au niveau de notre football. Et que notre football se développe parce qu'on estime qu'il mobilise une grande frange de la jeunesse ivoirienne. Et donc, le football mérite d'être soutenu par le pouvoir public. Et donc, j'estime que l'État devrait faire plus d'efforts, surtout dans le financement comment on appelle, du football local. Il y a eu des propositions qui ont été faites. Hein. Il y a eu des propositions qui ont été faites et j'estime aussi qu'à ce niveau-là, l'État n'a pas fait beaucoup d'efforts. Pour les équipes nationales, oui, mais pour le développement du football local, l'État aussi a sa part de responsabilité. Alors c'est Dakouri. Pourquoi ailleurs ça marche? Au Sénégal, Mauritanie, aujourd'hui, dans ces pays-là, pourquoi ça marche? La Côte d'Ivoire est en perte de vitesse parce qu'il y a des gens qui sont venus copier ici et par la suite, ici, ça a dégringolé. Je vais vous le dire pourquoi. L'âge d'or de la Côte d'Ivoire du football, c'était de 90 à 99 sous Dieng Ousseynou. Je peux vous le dire pourquoi. De 90 à 99, la Côte d'Ivoire a eu plusieurs trophées, que ce soit en club ou que ce soit en équipe nationale. La SEC gagne la Ligue des Champions en 98, le Stella gagne la Coupe CAF en 94, sous Dieng Ousseynou. 95. À cette époque, 93. À cette époque, la subvention de Dieng était combien? C'était combien on donnait de 90 au club à 99? Mais à cette époque, il y avait des dirigeants passionnés qui amenaient de l'argent. Je veux dire qu'à cette époque, le Stade, le Stella, Benjerville, tout le monde était en forme. Il y avait des dirigeants qui mettaient les moyens. Depuis que les mécènes sont partis et que Roger est resté seul à la barre, ça a complètement périclité. Parce que ces mécènes n'ont pas été remplacés par des dirigeants passionnés qui ont des moyens. Alors, que faut-il faire?
Ça marche ailleurs parce que là-bas, ailleurs, il y a des passionnés qui ont mis des moyens. Quand vous dites Génération Foot, c'est géré par un Européen. Quand vous dites Sacré-Cœur, c'est géré par un Européen au Sénégal. Quand vous dites Diamba, c'est géré par Patrick Vieira, Adjovi Biko, Bernard Lama. La population a augmenté. Les infrastructures n'ont pas augmenté. Ça aussi, c'est vrai. Parce qu'à la base, comme Titi Aimé le dit, l'élément numéro 1, c'est un terrain. Pendant que la population a augmenté, il n'y a pas d'infrastructure. Tous nos terrains qui ont été conçus de l'indépendance sont dans un état désuet. C'est maintenant qu'il y a un PND de développement qui dit qu'on va reconstruire le stade de Kachola, d'Abangourou et de temps. Donc je veux dire, les infrastructures aussi n'ont pas suivi. Ce qui fait que nous, on a régressé. Il y a 20 ans, la SEC pouvait regarder Al-Ali dans les yeux pour jouer. Et puis notre championnat, quand tu le gagnes, tu gagnes combien? Au Maroc, quand tu es champion, tu as 300 millions de francs CFA. Au Maroc. Le premier, quand tu es champion, tu as 300 millions de francs CFA. Mais ils peuvent recruter, prendre des Européens, entraîneurs qui sont au chômage et puis venir travailler au Maroc. Quand tu es champion de Côte d'Ivoire aujourd'hui, tu gagnes combien? Il faut amener les sponsors à mettre de l'argent. La SEC attend d'aller jusqu'en phase de poule pour gagner 180 millions avec la phase de poule de la Coupe de la Confédération. Or, Dieu seul sait que le traitement de la SEC au mois, c'est 50 millions. Donc aujourd'hui, il faut inciter les sponsors à venir investir, pas seulement pour l'équipe nationale, mais sur le championnat local, en incitant, en menant des moyens vers les clubs. Bon, voilà. je vous ai écouté. Allez-y. Pourquoi ça marche ailleurs et non, ça marche ailleurs. Je veux dire, contrairement à ce que Dankouri pense, c'est pas parce que ça marche ailleurs que ça dégringole ici, c'est parce qu'ici, on a arrêté de travailler. Non. Simplement. On a arrêté de travailler. Parce que le modèle du Sénégal, on l'a connu ici en 2000 avec Guillou. Un seul. Oui, mais... Là-bas, il y a 3. Il n'y a pas un autre centre de formation à part Guillou qui a émergé. Est-ce que ça marchait? Est-ce que ça marchait en 2000? Ça marchait, oui ou non? Oui, ça marchait. Oui. C'est avec cette génération-là qu'on a gagné la CAN. Hein. Ça marchait. Voilà. Ça marchait. Il faut se remettre au travail tout simplement. On va donner des chiffres des entraîneurs qui ont été formés, mais sur le terrain, qu'est-ce que ça donne? Il n'y a que la compétition. C'est la compétition. Et Augustin Senghor l'a dit, ça joue partout au Sénégal. Ouais. Ça joue même dans les villages. Parce qu'il y a des superviseurs, ça joue, c'est la compétition. Tant qu'il n'y a pas de compétition, vous aurez beau fermer, vous ne pouvez pas... Ça ne joue pas partout en Côte d'Ivoire. Justement, c'est pour ça que je dis que c'est la fédération d'organiser ces championnats de jeunes. Il faut que ça joue. Si on joue, ben, évidemment, c'est plus facile pour les détecteurs de composer des équipes, de dénicher des talents. Faut que les clubs... Il y a des formateurs qui sont là. On n'a même pas besoin d'aller chercher ailleurs aujourd'hui. Il y a des formateurs sur place qui sont capables de former. Il y a des centres de formation qui existent. Mais après, qu'est-ce qu'on leur donne? Qu'est-ce qu'il y a de contenu plateau dans les centres de formation pour qu'ils puissent s'exprimer? Où est la plateforme pour qu'ils puissent s'exprimer? C'est ça la difficulté aujourd'hui. C'est vrai que ça coûte cher. Et c'est là que je rejoins Magoula également pour dire qu'il faut que l'État, à un moment donné, fasse un geste pour développer. Aujourd'hui, le Sénégal a décidé, à travers son président, d'aider le football local. Ouais. Ils vont trouver la parade. Ouais. Mais voilà, ça a commencé ici. Le Sénégal n'a pas inventé la formation. Ouais. Ça a commencé ici. Le parallèle a été fait au handball. La Côte d'Ivoire était une nation de handball avant l'Angola. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Nos formateurs sont allés en Angola, former des gens là-bas. Les Paul Blesson. Qui nous supplantent. C'est ça la vérité aujourd'hui. L'expertise, elle est là. Mais maintenant, il faut un plan. Les moyens pour un plan et une organisation pour accompagner ça. Ouais. C'est tout ce qui manque à la Côte d'Ivoire. D'accord. Titi Aimé. Alors, je me rappelle juste des jeunes qui avaient été formés à l'INGS par un de nos encadreurs de l'époque, Didier Benjamin. Ces enfants-là, ils ont été formés par des Ivoiriens, mais des talents purs qui n'ont pas su être organisés. Et ça a été fait juste après que la SEC a commencé à faire jouer, à faire sortir ses joueurs. Je pense que c'était plutôt, ça devait être en 2012-2013. Ces garçons-là, c'est là-bas qu'on a découvert, que moi j'ai découvert un garçon comme Kaba Mohamed. Qui était au Stella, là. Qui était au Stella, au Sporting Club de Gagnoa. Mais tous les gars de sa génération, c'était des très bons. Ils ont été formés. Mais malheureusement pour l'initiateur du projet, il n'avait aucune vision. Il n'y a aucun suivi par la suite. Il n'y avait aucun suivi. Mais je veux dire qu'il a eu au moins le mérite d'initiative, le mérite de prendre l'exemple sur la SEC pour faire ça. Mais ce n'est pas simple, ce n'est pas facile. Je dis, les temps ont certes évolué, mais pour apprendre à jouer au football, on ne paye pas. Si vous faites payer vos jeunes, vos apprenants, vous allez laisser les meilleurs sur le carreau. Parce que généralement, et c'est prouvé, que
Les plus talentueux sont les plus talentueux sortent des familles défavorisées. Absolument. Absolument. Il faut régler ça une fois pour toutes. C'est pour ça que le sport à l'école doit donner la chance à tout le monde. J'y tiens absolument. Ailleurs, ce sont des anciens footballeurs de ces pays-là, avec leurs entre-gens, ont décidé de créer des centres de formation dans leur pays. Bien structurés. Bien structurés. Mais ça, non seulement ils ont les moyens financiers, mais ils ont le circuit pour faire sortir ces garçons. Comme Diouf l'a fait ici avec la SEC, il les a amenés en Hollande, non? Ouais. Voilà. À Beveren, c'est ça? En Belgique? En Belgique. Il les a amenés en Hollande d'abord. Ouais, en Hollande d'abord, mais c'est après qu'il a pris un club en Belgique. Ça date tellement qu'on ne s'en souvient plus. Mais c'est là-bas que ces enfants-là se sont épanouis. Et ils se sont dispersés à travers le monde pour représenter la Côte d'Ivoire. Et pendant 10 ans, 12 ans, ils ont représenté, ils étaient présents en équipe nationale de Côte d'Ivoire. D'accord. C'est ça, Sébastien Ounien. Alors, solution. Quelle solution on peut envisager pour sortir un peu de cette situation? Il y a beaucoup de solutions, Sébastien. Mais si vous permettez, en une minute, pour moi, quand on dit oui, ça marche ailleurs, qu'est-ce qui marche ailleurs? J'ai essayé un peu de prendre les 3 dernières éditions de la CAN U17 et de voir ceux qui gagnent. La Côte d'Ivoire l'a gagné en 2013, mais après, qui a gagné? Le Mali l'a gagné 2 fois. Et après le Mali, c'est le Cameroun. Voici les modèles CAN U17. CAN U20, les 3 dernières éditions qui gagnent. La Zambie, le Mali, le Ghana. Vous voyez dedans qui on peut copier. Et la CAN U23, les 3 dernières éditions, les vainqueurs, c'est qui? Le Gabon, le Nigeria, l'Égypte. Donc, voici les résultats sur le continent. Et puis, bien sûr, la grande CAN, vous avez le Cameroun, l'Algérie et puis le Sénégal qui gagnent les 3 dernières éditions. Quant au CHAN, c'est le Maroc qui a gagné les 2 dernières éditions et puis le Sénégal. Donc, vous voyez que CHAN, CAN, il y a le Sénégal qui vient. Je pense qu'il n'y a pas un modèle. Il n'y a pas, si vous voulez, ce qui marche ailleurs, ce n'est pas un seul. Il faut faire du véritable benchmarking et voir les bonnes pratiques qui se font un peu partout. Moi, je pense en termes de football de base, en termes de formation, il faut voir du côté du Maroc. Ce que le Maroc a fait, pour moi, c'est quelque chose de très intéressant. Notamment le centre Mohamed VI que le Maroc a mis en place, comme on appelle à Rabat, c'est quelque chose à copier. On a écouté ici, pendant la campagne électorale, il y a eu des propositions dans ce sens. J'espère que ça va se concrétiser parce que c'est important qu'on ait un tel centre. Le Sénégal, la politique des entraîneurs locaux. Aujourd'hui au Sénégal, il s'est fini. Après tous ces échecs-là, toutes les sélections aujourd'hui, c'est des entraîneurs nationaux. Et ça marche. Je vous ai dit, le CHAN, la CAN, c'est le Sénégal. Même le DTN. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut voir. Vous avez demandé des solutions. Je suis en train de vous les donner. Maintenant, autre solution, Sébastien. J'ai parlé de l'État de Côte d'Ivoire. L'État a fait quelque chose d'important. C'est d'avoir enlevé l'impôt foncier. Les clubs ne payent pas d'impôt foncier. C'est important. Les clubs qui ont les sièges, à la fin de l'année, ils ne payent pas l'impôt foncier. Ça bénéficie aux plus grands clubs. Et vous suivez mon regard. Mais c'est bien aussi, parce que si ce n'est pas ça, ces clubs-là aussi vont disparaître. Donc, c'est normal. Il y a un effort qui a été fait par l'État de Côte d'Ivoire. Mais il faut encore aller loin. Parce que les clubs continuent de payer la TVA au niveau des achats qu'ils font, au niveau des achats des équipements sportifs. Ils continuent de payer la TVA qui est de 18%. Si l'État peut faire l'effort de supprimer cette TVA-là, ça va profiter au club. Maintenant, on dit oui, pourquoi il n'y a pas de société qui sponsorise? Un des éléments qui fait qu'il n'y a pas de sponsor, c'est parce que la loi ivoirienne dit que les clubs, les sociétés peuvent sponsoriser jusqu'à hauteur de 200 millions. Mais le problème, c'est que ces 200 millions-là, quand on dit que c'est déduit, mais c'est déduit de quoi? Je me suis renseigné, c'est déduit
comment on appelle, du bénéfice brut et non net. Donc, il faut que ces 200 millions-là soient déduits du bénéfice net. En ce moment, non, Sébastien, vous avez demandé des solutions. Oui, mais il faut que les autres parlent aussi. Hein. Oui, les autres vont... Mais leur avance. D'accord, donc déduire les 200 millions sur le bénéfice net plutôt que sur le brut. Il faut mettre en œuvre le cahier des charges, il faut organiser effectivement les compétitions de jeunes, et puis je pense que y a un candidat, notamment Sori Diabaté, qui avait fait la proposition pendant la campagne. Il faut vraiment explorer ça. C'est-à-dire, il avait proposé que le football ivoirien démarche auprès de l'État de Côte d'Ivoire pour que l'État, comme on appelle, accorde une partie de son budget pour pouvoir payer les salaires aux footballeurs professionnels. Je ne sais pas quel pourcentage il avait donné, mais je pense que ça montait à 5 milliards par an. C'est quelque chose que la famille du football peut explorer. Merci Magloire, sinon les autres ne vont pas parler. Quelle solution? Je rebondis sur ce que Magloire a dit. D'abord, l'aide de l'État, l'aide financière, une aide conséquente, à l'image de ce qui se fait en Afrique du Nord, parce que c'est bien de parler d'eux, mais il faut voir ce que l'État fait. Deuxième chose, c'est l'organisation des compétitions, du fait de la fédération. Et puis, l'organisation des clubs. Il faut qu'ils s'organisent. J'ai aimé parler tout à l'heure de la SEC Mimosa. Tous les joueurs ont envie de la jouer à la SEC, c'est vrai. Mais il fut une période ici, en Côte d'Ivoire, et elle est récente, où tous les joueurs voulaient jouer au CW Sport de San Pedro. Parce qu'ils gagnaient. Parce que trois fois champion de Côte d'Ivoire, il était en finale de Coupe de la Confédération parce que ça jouait, parce que c'est une équipe qui battait le Al-Ali, qui battait le TP Mazembe, qui battait le FUS Rabat, qui battait tous les grands clubs d'Afrique. Ça marchait bien. Mais pourquoi aujourd'hui ce club se retrouve en Ligue 2? C'est son inorganisation. C'est son inorganisation. On a vendu des joueurs au TP Mazembe. Qu'est-ce qu'on a fait? Le retour sur investissement. Qu'est-ce qu'on a fait? Où est la relève qui devait porter le COE vers d'autres cieux? On n'a pas préparé tout ça. Mais le COE reposait sur un seul individu. Mais allez-y. Voilà, parce qu'il parle du COE, mais le COE se reposait sur un seul individu. Chelsea repose sur qui? Non, mais Chelsea. Le Milan reposait sur qui? Oui, mais attendez, le Milan. Mais voilà. Oui, mais non, mais attends, le Milan, ce sont des industriels. Chelsea, ce sont des industriels. Parce que Eugène Dumandé n'est pas un industriel. Non, je veux dire. Non, je veux dire. Est-ce qu'avec COE, c'est pas la même chose. Eugène, ça a marché. Mais Eugène n'a pas travaillé sur le long terme. Mais c'est ce que je dis. Il n'a pas préparé, il n'a pas organisé. C'est ce que je dis. Mais c'est un seul individu. Chelsea, c'est une société. Mais à la tête le Milan, c'est une société. Il y a toujours un seul individu. Non, mais je veux dire, mais le COE n'est pas une société. Chelsea que vous dites, Milan que vous dites, sont des sociétés. Voilà, ce n'est pas pareil. Oui, c'est une société qui appartient à Berlusconi, qui a payé le... Quelle solution vous... Non, je veux dire qu'il faut changer la formule de la solution. Roman Abramovich, c'est une société? C'est une société. Je suis désolé, c'est le propriétaire. C'est le propriétaire, mais il met en place une société. Quand je dis une société, ça veut dire quoi? Chelsea a un directeur commercial, Chelsea a un directeur de comptabilité, Chelsea a un patron du marketing. Ça veut dire qu'on ne gère pas Chelsea comme le marché. Non, mais je veux dire qu'il met une organisation en place de manière sociétale. Le COE, Eugène Diomandé a créé le COE avec ses moyens, quand il était PCA d'une grande compagnie. Quand il n'avait plus d'argent, oui, mais c'est parce qu'il a mis les moyens. Est-ce que le COE n'existait pas? Non, je veux dire, la solution, c'est qu'il a mis des moyens. Quand il n'avait plus de moyens, c'était un château de cartes. C'est le même cas que Tanda. Tanda est sorti de brousse avec un monsieur qui a mis... Donc je veux dire, l'organisation se met une société en place. Car quand l'individu part, il faut que ça demeure. Or, ce n'est pas le cas. La SEC a mis en forme une société. Donc, il faut changer la formule pour ne pas que ça repose sur le portefeuille d'un individu. Au cas où celui-ci a des difficultés, la société demeure. La preuve, Abramovich est parti, la société a été vendue à un Américain qui a racheté. Parce que c'est quelque chose qui est viable. Chelsea n'appartient plus à Abramovich. D'accord. Voilà. C'est une société qui est là. Quelle solution? Vous avez joué et tout. Alors, quelqu'un a dit l'argent du football doit rester dans le football. Quand vous avez une équipe, un club qui a marché pendant des années en Côte d'Ivoire, comme le CW Sport de San Pedro, qui a réussi à vendre plus de 6 joueurs, 8 joueurs. Plus d'une équipe, plus de 11 joueurs à travers l'Afrique, cet argent-là doit servir d'abord à recruter d'autres joueurs et à former des joueurs pour l'avenir. Est-ce qu'on a bien pas été le cas? Oui, c'est une forme. Ça n'a pas été le cas. Oui, c'est comme résultat, ça. le CW Sport, s'il vous plaît. Le CW Sport de San Pedro se retrouve dans les profondeurs du classement. classement. On n'entend même plus parler. Ensuite, j'insiste, ce qui a marché en Côte d'Ivoire en matière de formation gratuite, c'est l'OASU au niveau national.
Je n'ai pas dit au niveau régional, hein. Au niveau national. Il faut que ça revienne. Ça peut aider notre football. Mais l'OASI existe. Mais écoutez, dans quelle forme, sous quelle forme elle existe C'est la forme de l'évolution. Ça veut dire que ça a régressé quand il dit sous l'OASU. À l'époque, ça a régressé. Serge, s'il vous plaît. Ça a régressé. Il faut qu'on revienne aux fondamentaux de l'OASU. Il faut que l'État de Côte d'Ivoire réussisse à organiser les championnats nationaux des Jeux de l'Office ivoirien de sport universitaire dans une ville. Dans 2 villes, c'est possible, puisqu'on a désormais plein de stades. On aura désormais plein de stades. Voilà. Il faut que les clubs cherchent à sortir de la subvention. Absolument. Il faut que les clubs cherchent à sortir de la subvention. On ne peut pas diriger un club avec la subvention. Il faut tester d'autres voies. Diversifier les d'autres voies pour qu'on puisse s'en sortir. Alors, Magloire Diop, je vais vous laisser donc conclure cette émission. Quel message à l'endroit donc de ceux qui dirigent le football aujourd'hui? Non, le message il est simple, il faut retenir à la base. Je pense qu'il ne faut pas qu'on se mette une pression des résultats. Qu'on se mette une pression des résultats et qu'on veuille construire la maison en commençant par le toit. Il faut aller à la fondation. Il faut qu'on retourne, qu'on refasse nos gammes. Donc cela veut dire que nous devons aller à la base, former les jeunes, les mettre en situation de compétition, organiser des compétitions de jeunes sur toute l'étendue du territoire national. Aider les clubs à bien se structurer, c'est très important. Aider les clubs à bien se structurer et aller dans un élan d'union pour convaincre l'État de Côte d'Ivoire à pouvoir injecter beaucoup plus d'argent dans le football. Ça manque. L'État peut faire plus. L'État est en train de faire les infrastructures, il peut faire plus. D'accord. Merci beaucoup à vous, Magloire Diop. Merci également à vous, Tchétché Aimé, Serge Dakouri, Kadek Guilavogui. Ça a été un plaisir. Merci beaucoup à vous, messieurs. On va souhaiter ensemble bonne chance aussi à la SEC Mimosa qui va jouer donc ce dimanche face à l'équipe de Motema Pembe. C'est ici donc qu'on s'arrête pour ce numéro de 3e mi-temps, le numéro 6. On se donne rendez-vous mercredi prochain pour un autre thème où quelque chose va se passer. Au revoir.